Alors un très grand merci pour cet exposé très éclairant. Il y a là un micro, donc si vous voulez poser des questions à notre conférencier, vous êtes les bienvenus. D'accord. Bonsoir et merci surtout déjà pour votre conférence qui était très intéressante. J'aimerais juste vous entendre sur un des points que vous avez soulevés, puisque je pense qu'on est relativement tous d'accord ici sur le fait qu'il y a effectivement une criminalisation des migrants dans le discours politique. Une des réponses, elle est juridique. Il y a effectivement des défenseurs, et j'en fais partie, qui représentent des migrants pour essayer de faire valoir leurs droits auprès de certaines juridictions. Mais parallèlement, et en tout cas en Suisse, on observe aussi un discours de plus en plus virulent à l'égard de ces mêmes juridictions, quand précisément elles exercent ce pouvoir d'ingérence ultime envers ces politiques répressives. C'est un phénomène que personnellement je trouve très inquiétant, qui accompagne tout ce processus. Et je ne sais pas comment il est perçu, notamment au sein des Nations Unies, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est notre juridiction, qui peut être des fois attaquée, ou même les tribunaux nationaux sont aussi attaqués en Suisse. Je ne sais pas comment ce phénomène est évalué à l'heure actuelle et s'il est aussi représentatif de ce qui se passe dans d'autres pays. Je vous répondrai que oui. Ce que vous observez pour la Suisse, moi je l'ai vu au Canada et on le voit ailleurs. C'est un discours, c'est la résurgence d'un discours populiste qui ne croit plus aux institutions qui ont été vraiment la marque de la génération qui a suivi la guerre. Après la guerre, on s'est dit, face au fascisme, si on avait eu des institutions solides, on aurait pu résister, mais on n'a pas pu résister. Et donc on a construit après la guerre des institutions et des cadres normatifs. On sait beaucoup de pays se sont donné des constitutions dans lesquelles il y avait des droits de l'homme qui étaient garantis constitutionnellement, avec des cours constitutionnels, et on a créé des commissions des droits de la personne indépendantes du pouvoir politique, et on a créé des ombudspersons indépendants du pouvoir politique, et on a créé toutes sortes d'institutions comme ça. On a l'impression qu'à 60 ans d'écart, nos politiciens ne croient plus dans ces institutions, veulent contrôler l'ensemble du système politique. Au Canada, je vous donne un exemple à propos de mon pays, le ministre de l'Immigration dans les 5 dernières années, il a changé de portefeuille maintenant, mais il a été vraiment le ministre le plus entendu de tout le gouvernement pendant très longtemps, a critiqué vertement les tribunaux à chaque fois qu'un tribunal prenait une décision qui allait à l'encontre de ses politiques, disant que les tribunaux canadiens devraient aider le ministre de l'Immigration à protéger les Canadiens plutôt que le contraire. Donc sous-entendu, tout le discours de criminalisation. Ce qui a amené, et ça vous paraîtra peut-être pas extraordinaire, je ne sais pas dans quelle culture juridique vous vivez, mais ce qui a amené la juge en chef du Canada, pour la première fois de l'histoire de tous les juges en chef du Canada depuis la création de la Cour suprême en 1871, a remercié, elle avait été invitée à l'Association du barreau canadien, et l'Association du barreau canadien avait pris une position extrêmement virulente à l'encontre des remarques du ministre de l'Immigration. Et la juge en chef a remercié le barreau canadien de sa prise de position. Donc elle n'a jamais attaqué le ministre, mais elle a remercié le barreau canadien de l'avoir fait. Ça, il n'y a pas un juge en chef qui aurait osé faire ça il y a 10 ans. Mais là, manifestement, la Cour suprême sent que les politiciens vont trop loin. Et on entend ça à d'autres endroits. Les critiques du gouvernement Cameron sur la Cour européenne des droits de l'homme sont extrêmement connues. Donc là, il y a quelque part toute une vague conservatrice, populiste, nationaliste, dans de nombreux pays, qui a perdu la foi de ces institutions qui étaient, reconnaissons-le, relativement social-démocrates dans leur création et dans le bouillonnement des années 50, 60, 70, qui ont été créées dans ces moments-là. Et là, tout d'un coup, on rejette ça. Et on rejette, entre autres, l'idée qu'il peut y avoir des institutions indépendantes du pouvoir qui vont dire aux élus du peuple ce qu'ils peuvent faire. La phrase préférée de ce ministre canadien de l'Immigration, c'était « Pourquoi est-ce que la Cour m'empêche de protéger les Canadiens ?» Je veux dire, moi qui suis élu par les Canadiens, j'ai la légitimité. Il disait toujours d'ailleurs « Pourquoi des juges non élus ?» Voilà, c'était ça l'insulte suprême. Pourquoi des juges non élus m'empêchent, moi, le ministre de l'Immigration, de protéger les Canadiens? Et donc là, ça, je pense que vous êtes tout à fait dans le vrai.
il y a un retour populiste, nationaliste, contre les institutions indépendantes qui peuvent prendre des décisions libres de préoccupations électorales. On a vu dans plusieurs pays que les commissions des droits de la personne ont vu leur budget amputé, se sont vus interdire de toucher à tel ou tel sujet, où on les a carrément supprimés. La commission des droits de la personne de Grèce n'a plus de budget, plus de président, plus de vice-président. Enfin, l'an dernier, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Mais il y a 9 mois, c'était comme ça. Je veux dire, ça élimine un joueur dans les débats d'idées. Alors, juste pour compléter, comment on défend ces institutions sans guerre mondiale préalable? Je pense que l'idée de la guerre mondiale n'est pas très bonne, en effet. Je pense que là, c'est un travail de citoyen. Si nous croyons fermement que des institutions indépendantes sont essentielles pour empêcher les politiciens de faire des bêtises, eh ben, il faut se lever, il faut commencer à militer pour que ces institutions aient plus de budget, plus de mandats, que leur mandat soit élargi. Et des fois, ça bouge. Je vous donne un bon exemple, ce coup-ci, toujours de mon pays, au Québec. La Commission des droits de la personne du Québec, qui est une des plus anciennes au Canada, fondée en 1975, a produit son premier rapport sur la migration en 2009, sur les travailleurs migrants temporaires. Donc il a fallu attendre 35 ans pour qu'il y ait enfin un rapport sur un groupe de personnes qui est quand même très important au Québec et qui a des problèmes de droits de l'homme énormes. Ben, la Commission des droits de la personne n'osait pas, comme toutes les commissions des droits de la personne, n'osait pas toucher à ça parce que ça relevait de la souveraineté nationale, des frontières, puis c'était une politique fédérale, et puis tata. Et là, maintenant, ils sont décidés, on va faire quelque chose. Et là, il y a eu ce rapport qui est sorti et qui a soulevé beaucoup de bruit. Vous connaissez, vous êtes un système fédéral, donc vous comprenez ce que je vais dire, parce que c'était une commission provinciale qui critiquait une politique fédérale. Et là, le fédéral a dit comment, vous osez, etc. Mais là, ils ont pris leur courage à deux mains, ils ont fait quelque chose de bien. Donc, je pense qu'il faut défendre ces institutions et dans des joutes électorales, il y a du travail à faire pour nous tous, pour que les partis qui soutiennent les institutions soient élus, quoi. Je viens vers vous après, je vais d'abord vers monsieur. C'est très gentil. Je vais le tenir. Bon, d'accord. Oui, votre discours consiste à s'appuyer essentiellement sur les droits de tous pour les appliquer à la population migrante. Mais est-ce que la béquille des droits de l'homme, qui est mieux que ça, est-ce qu'elle est parfaite? Parce que vous nous avez vous-même mentionné qu'il y a un droit de quitter son pays dans les droits de l'homme depuis 1948, mais qu'il n'y a pas de droit au séjour. Il n'y a pas la contrepartie, justement, d'avoir le droit de traverser irrégulièrement les frontières, enfin tout ce que vous avez mentionné. Quels sont les efforts, alors au niveau des droits de l'homme, au niveau juridique, pour compléter ce manque criant qui empêche souvent de s'appuyer sur ces droits? Je vous dirais que pour l'instant, nous vivons dans un monde où il y a des États, où il y a des frontières, et on est sur une scène internationale où il y a deux paradigmes. Le paradigme historique qui date de la Renaissance de la souveraineté territoriale, qui fait que l'État décide souverainement ce qui se passe sur son territoire, et on a rajouté, après la Deuxième Guerre mondiale, le paradigme des droits de l'homme, qui en fait vient dire qu'en mettant en œuvre la souveraineté territoriale, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est ça qu'on a fait. Donc, 1, 2. Mais on n'a pas fait disparaître le paradigme de la souveraineté territoriale. Donc, il ne faut pas imaginer que nous pouvons empêcher les États de contrôler qui entre et qui sort à leurs frontières. Dans l'avenir prévisible, mettons à l'horizon de notre date statistique bref, il ne faut pas penser qu'on va voir ça disparaître. L'État territorial est là pour l'avenir prévisible, il va rester. Les frontières signifient quelque chose. Les frontières sont, au-delà de simplement des lignes dans le sable, etc., ce sont des espaces fiscaux, culturels, je veux dire, il y a toutes sortes de choses qui sont liées à la frontière. Et donc, c'est très important pour les États de les garder, et si on croit que les États ont encore un rôle à jouer, c'est mon cas, ben, on va les garder. Par contre, il faut travailler sur l'autre volet. L'autre volet dit, on ne peut pas faire n'importe quoi au nom de la souveraineté.
On a appris des années 30, on ne va pas laisser passer les fascismes comme on l'a fait. Les politiciens se trompent parfois, les assemblées élues sont parfois dans le tort et il faut dire aux élus non, vous avez tort. C'est ce que font les tribunaux constitutionnels aujourd'hui, très souvent. Et c'est ça qu'il faut travailler. Alors, on n'aura pas le droit d'entrer. Ça, il ne faut pas l'attendre dans un avenir prévisible. Sauf si les États se mettent d'accord entre eux, comme la libre circulation de l'Union européenne. Là, malgré tout ce que dit M. Cameron, les Roumains et les Bulgares ont le droit de rentrer dans le Royaume-Uni. Ça fait partie des règles de l'Union européenne. Bon, ben, ça, on peut se mettre d'accord là-dessus. Il y a de la libre circulation dans le cône sud, Argentine, Uruguay, etc. Il y a de la libre circulation qui est négociée à d'autres endroits sur la planète. Un de ces jours, on pourrait imaginer que des politiciens se mettent d'accord et commencent à lier tous ces espaces de libre circulation. Moi, j'aimerais que l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, NAFTA en anglais, contienne quelque chose sur la libre circulation des personnes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et qu'on pourrait ensuite ouvrir à l'Amérique centrale, petit à petit, par étapes. Donc là, il y a du travail à faire qui est sur le long terme, comme l'Union européenne l'a fait. Je trouve que l'Union européenne est un beau cas de figure pour ça. Ils ont mis 50 ans à construire tout ça, mais aujourd'hui, on arrive à des résultats intéressants, où même des politiciens, des premiers ministres élus comme M. Cameron n'arrivent pas à changer le fait que les Roumains et les Bulgares ont le droit de rentrer et d'occuper des emplois dont les Britanniques ne veulent pas, malgré tout ce que M. Cameron peut raconter. Et les autres d'ailleurs, parce que le chef du Labour dit la même chose. Donc là, il y a quelque chose, il y a une limite. Nous n'arriverons pas à avoir le droit d'entrée. Mais nous pouvons négocier la libre circulation. Et nous pouvons avoir des garanties contre l'expulsion. Les réfugiés ne peuvent pas être renvoyés vers la torture ou vers des violations des droits de l'homme grâce au principe de non-refoulement. Renvoyer quelqu'un qui a fondé une famille dans le pays devient difficile. Protection de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la protection de la vie familiale. Expulser quelqu'un qui a vécu 30 ans de sa vie et qui a un âge avancé, ça devient compliqué même socialement. Expulser une petite fille qui est la première de sa classe et qui a gagné un prix, alors là vous avez tous les médias qui mettent sa photo en première page et qui disent c'est une honte, etc. Donc on commence à avoir des limites, on commence à voir apparaître des limites au pouvoir d'expulser. Alors elles ne sont pas toutes transformées en droit à proprement parler, mais des politiciens commencent à sentir qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et il faut continuer à travailler là-dessus. Moi, il me semble que si quelqu'un a passé 10 ans dans le pays à travailler, à payer des taxes, il me semble qu'on devrait avoir un statut plus permanent que les statuts de travailleurs temporaires renouvelables tous les 6 mois que l'on voit trop souvent. Donc là, il y a tout un travail à faire de réflexion sur la place du migrant dans nos sociétés et à partir du moment où il contribue à nos sociétés, quel type d'accueil on devrait leur réserver. Et on ne le fait pas encore. Voilà, madame, votre question, votre remarque. Si j'ai bien compris, monsieur, vous êtes rapporteur spécial aux Nations Unies. Voilà. Alors, quand vous allez dans les différents pays et que vous avez une conversation avec les représentants du gouvernement, quelle est votre approche? Est-ce que c'est un peu ce que vous nous avez fait ce soir? Parce que ça pourrait les éduquer aussi. Oui. Mais d'abord, l'approche que je prends dépend du pays dans lequel je vais. Deuxièmement, je suis là pour apprendre. Donc je ne commence pas par faire la leçon. Je commence par écouter et ensuite je fais un rapport avec des recommandations. Ensuite, le mandat est un mandat qui m'est donné par des États. C'est les États membres du Conseil des droits de l'homme qui me disent « Toi, Crépeau, tu t'y connais un peu, tu vas dans les pays et tu nous fais un rapport. » Donc pour faire ça, il faut que je puisse aller dans les pays. Il y a quelques-uns, mais on est 53 mandats de procédure spéciale maintenant au Conseil des droits de l'homme, ce qui fait 75 personnes à peu près, parce qu'il y a des groupes de travail, des rapporteurs spéciaux, des experts indépendants, etc. Et il y a des gens là-dedans qui ne sont plus invités nulle part, à cause du type de remarques qu'ils font, etc. Donc moi, j'ai le mandat d'être invité. Il faut que je fasse la demande d'être invité, puis il faut qu'on accepte de m'inviter. Je fais beaucoup plus de demandes que je n'ai d'invitations, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de pays ne veulent pas que je vienne enquêter sur ce qu'ils font. Voilà, c'est assez simple.
Donc, le langage, donc j'ai une fonction qui est en partie diplomatique. Je ne suis pas une ONG, je ne suis pas un avocat. Je suis un enquêteur envoyé par des États pour faire rapport sur ce qui se passe dans un autre État. Donc d'abord, je suis en mode écoute. Je suis invité par l'État, donc je vois les autorités, je rencontre les autorités, toujours. Je rencontre les organisations internationales qui travaillent dans le pays. Et dans les termes de référence de mon mandat, il y a l'acceptation par l'État qui m'invite que j'ai toute visite privée que je souhaite. Et donc, je vais rencontrer des ONG, des syndicats, des migrants, je vais dans les centres de détention, les prisons, rencontrer les migrants, leur parler. Puis à chaque fois, je suis obligé de dire aux gardes que je leur prierai d'aller de l'autre côté de la porte parce que je veux parler en privé, parce qu'il y a toujours un garde qui veut rester près de moi. Donc, on le fait toujours, mais j'ai le droit d'avoir ces visites privées. Donc, mon objectif, ce n'est pas tellement d'éduquer les autorités que je rencontre, mais c'est d'abord de les écouter, de savoir ce qu'elles ont à me dire, d'engager une discussion avec eux éventuellement en faisant des suggestions, mais en essayant de savoir ce qu'ils en pensent d'abord et avant tout. Et ensuite, en sachant ce qui se passe sur le terrain, en rencontrant les autres, les ONG, les organisations internationales, faire parler les migrants, ça c'est presque la chose la plus importante parce qu'on ne les écoute jamais, et ensuite de faire un rapport. Alors une question qui va être posée par l'un d'entre vous, c'est à quoi servent mes rapports? Bonne question. Il faut être très modeste quand on est rapporteur spécial parce qu'on est rapporteur. Hein. Ce n'est pas une fonction très... Hein, on n'est pas ambassadeur, on n'est pas président de compagnie, on est rapporteur. On écrit des rapports. Voilà. On écrit 20 pages et puis on les envoie à la traduction. C'est à peu près tout ce que je fais. Cela dit, je crois que c'est important. Alors c'est important pour les raisons suivantes. D'abord, je ne suis pas le seul à faire des rapports. On est 52 mandats maintenant, et ça c'est uniquement les mandats des procédures spéciales des Nations Unies. Vous avez les comités des traités, où les États font rapport et reçoivent des recommandations. Vous avez l'examen périodique universel, tous les 4 ans et demi, tous les États passent devant leur père du Conseil des droits de l'homme, et pour préparer cette séance, on a collecté tous les rapports, pour que ceux qui vont poser des questions soient informés, dont les rapports des procédures spéciales, les rapports des comités, les rapports des ONG. Mes rapports sont cités par dans les rapports des ONG, moi je cite les rapports des ONG. On crée un discours, on crée une base de données, on augmente progressivement les connaissances qu'on a sur le pays, les exemples de mauvaises pratiques, les exemples de bonnes pratiques. Et tout ça crée quelque part, du mieux qu'on peut, et ce n'est pas toujours efficace, une spirale vertueuse, parce que la pression s'accroît autour du pays. Une fois que vous avez eu, là j'étais au Qatar en novembre, donc je fais un rapport en ce moment sur le Qatar. Coupe du Monde en 2022, vous connaissez un petit peu. Amnesty International est venu à Doha, au Qatar, présenter leur rapport sur le Qatar le 17 décembre. La rapporteure spéciale sur l'indépendance de la justice est au Qatar en ce moment. Et le Qatar va passer à l'examen périodique universel au mois d'avril. C'est une belle série de rendez-vous, ça. Et à chaque fois, il doit se défendre. Et à chaque fois, il doit se battre. Et ceux qui défendent le Qatar, ils en ont marre. Et à chaque fois qu'ils rentrent à Doha, ils disaient, mais changez quelque chose, parce qu'à chaque fois, on se fait poser les mêmes questions et on ne sait pas quoi répondre. Et donc, ça crée une pression. Et l'idée, c'est de maintenir la pression. Alors c'est lent, il ne faut pas croire que ça change. Moi, je ne change pas la vie des migrants que je rencontre. Je peux faire sortir personne de détention. Ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, je suis toujours obligé d'expliquer ce que je fais parce qu'ils pensent que je vais les faire sortir. Et je sens qu'il y a de la déception quand ils se rendent compte que ce ne sera pas le cas. Mais essentiellement, ce que je fais, c'est que je participe à une grande conversation qu'on essaye d'établir avec l'État pour faire en sorte que les choses s'améliorent et créer suffisamment de pression. Alors il y a des États pour lesquels la pression ne sert pas à grand-chose. De très grands États, par exemple, ou des petits États très isolés, et qui veulent s'isoler encore plus, on en connaît. Là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la plupart des États, dans la plupart des États, il y a des tas de hauts fonctionnaires qui ont envie que leur État ne soit pas un État paria, qui ont envie qu'on vienne en tourisme, qui ont envie qu'on profite des plages ou de la montagne, et qu'on ne soit pas considéré comme des lépreux. Et donc, il y a des forces progressistes un peu partout, il y a des forces de changement. Ce que peuvent faire des rapporteurs spéciaux, comme les ONG, comme les églises, etc., c'est de participer à une conversation et d'avoir une conversation de plus en plus informée.
Et sur la question des migrants face au discours populiste simpliste, il faut avoir un discours beaucoup plus sophistiqué. Il faut arriver à créer une discussion, un débat social beaucoup plus sophistiqué. C'est déjà le cas. On parle de façon beaucoup plus sophistiquée aujourd'hui des migrants qu'on en parlait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on en parlait à peine. On n'avait pas de débat social sur les migrants il y a 15 ans. Peu. Il y avait Jean-Marie Le Pen qui avait ses trucs de temps en temps, mais là, on a déjà, moi je trouve, enrichi le débat. Ça a d'ailleurs provoqué des réactions populistes, nationalistes encore plus fortes. Mais quelque part, ça prouve que le débat s'enrichit, que le débat devient plus compliqué. Il y a beaucoup de questions là, je devrais faire des réponses plus courtes, je crois. Alors, vous avez beaucoup parlé du migrant que nous appelons ici en Suisse sans papier, par exemple, précarisé à l'extrême, et on sait bien l'hypocrisie qui existe à ce propos. Mais qu'en est-il du migrant régulier, fort nombreux en Suisse? Et donc, si on reprend le problème de... Vous dites que c'est assez récent le débat sur l'immigration. En Suisse, nous avons eu une votation déjà il y a plus de 40 ans sur le thème de l'invasion étrangère, trop d'étrangers. Et c'est de nouveau le débat maintenant, c'est qu'en fait, on s'attaque à ceux qui ont déjà des situations régulières, on veut les précariser encore plus. Est-ce que c'est une tendance lourde qui est observée aussi dans les autres pays européens? Je ne veux pas vous forcer à parler évidemment de notre thématique actuelle, puisqu'en fait nous sommes en campagne par rapport à cette thématique de l'immigration de masse, celle qui est régulière, qui est attaquée. Ce n'est pas forcément celle qui est irrégulière, puisqu'elle est invisible, quoi. Voilà. Oui, c'est assez... Il y a un discours populiste, j'utilise des termes populistes nationalistes, ça évite d'utiliser des termes... si je dis le discours conservateur, il y a des conservateurs qui sont tout à fait en faveur de l'immigration. Vous lisez The Economist, par exemple, c'est un journal conservateur qui est très favorable à l'immigration. Donc j'essaie de trouver des termes plus précis. Donc le discours populiste nationaliste, qui tourne autour de l'identité nationale, des menaces à l'identité nationale, ou qui tourne autour des menaces à la santé, à la sécurité, à l'emploi, etc., c'est un discours très ancien, c'est un discours des années 20, c'est un discours de 1890, par exemple. En 1890-93, il y a eu des crises économiques en France et le discours sur les Italiens était le même que le discours qu'on a aujourd'hui sur les Africains ici. Je veux dire, c'est le même type de discours. Donc, en effet, ce n'est pas nouveau. Mais je dirais, dans l'histoire récente, il y a 30 ans, Jean-Marie Le Pen était très marginal, il ne l'est plus. Donc là, il y a eu un renforcement du discours populiste nationaliste. La migration régulière, il y a tout un débat à avoir qui a été relativement réglé dans les pays d'immigration. Au Canada, en Australie, aux États-Unis. À partir du moment où un immigrant a un statut régulier, il devient résident permanent et après X années, 3 ans au Canada, 5 ans aux États-Unis, il demande la nationalité et il l'obtient. 85% des immigrants à statut permanent au Canada deviennent citoyens dans les 4 à 5 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réglé parce que nous avons un discours au Canada, en Australie et aux États-Unis qui dit « nous avons besoin de citoyens. Nous voulons plus de citoyens. Nous voulons une population qui croit en nombre, qui croit en diversité, qui croit en atout dans la globalisation, qui croit en connexion avec le reste du monde. D'avoir une grosse communauté iranienne à Toronto, c'est très bien. Le jour où l'Iran aura un régime politique présentable, eh bien, à Toronto, il y aura une grosse communauté iranienne qui pourra faire du commerce avec l'Iran. Excellent, on a besoin de ça. Et ce seront des Canadiens qui parleront le farsi et ce sera très bien. Donc ça, c'est un discours sur l'intégration de la migration que dans les pays d'immigration, on a. Est un acquis qui est constamment menacé. Ce n'est pas quelque chose qui est valable pour l'éternité. Le présent gouvernement au Canada a réduit progressivement l'accès à la citoyenneté. Et là, il y a tout un débat en ce moment sur mais pourquoi est-ce qu'ils font ça, etc. Les délais d'obtention de la citoyenneté ont considérablement augmenté, etc., alors que c'était relativement facile. Donc le débat existe là aussi, mais je dirais plus à la marge. Là où je trouve que l'Europe en général, et la Suisse peut-être en particulier,
a une difficulté, c'est que les Européens ne se conçoivent pas comme des pays d'immigration. Les pays européens ne se conçoivent pas comme des pays d'immigration. Sauf peut-être le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est, je pense, presque passé du côté des Australie, Canada, etc. Mais pas encore tout à fait. La plupart des pays européens ne se considèrent pas comme pays d'immigration, ne considèrent pas naturel d'avoir des citoyens de couleur de peau différentes ou de religions différentes. Ils considèrent ça encore comme une externalité. Et là, il y a tout un discours, un débat sur la diversité sociale, la diversité culturelle, la diversité religieuse, qui n'est pas gagnée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça va être en tout cas générationnel, sinon plus. Et c'est un débat difficile, parce que c'est un débat qui, au fond, est assez émotif. Et c'est très difficile de raisonner sur des émotions. C'est peut-être le moment de placer un des trucs qui était dans le PowerPoint et que j'ai pas dit. J'ai lu une théorie de psychologie sociale il y a pas longtemps que j'ai trouvée très intéressante. C'est un psychologue social de Baltimore qui s'appelle Jonathan Haidt et qui a écrit un livre dont le sous-titre est « Pourquoi des gens intelligents divergent en matière de politique et de religion ». C'est ça le sous-titre. Et le titre, c'est « The Righteous Mind ». Il dit, et ne me posez pas de questions sur la psychologie sociale, j'y connais rien, mais ça s'applique parfaitement à la question migratoire. Il dit, nous prenons des décisions morales sur 6 critères, et ce sont des critères que nous ne raisonnons pas. Ce sont des critères pour lesquels il y a une résonance émotive. Et donc les décisions morales que nous prenons sont des décisions souvent instantanées. Est-ce qu'on donne des sous aux mendiants ou pas? Décision instantanée de le faire ou de ne pas le faire. Décision morale. Et on prend 6 critères, et les critères sont intéressants. Et je vous donne la liste des critères qu'il donne. Je ne sais pas pourquoi c'est cette liste-là, parce que je ne suis pas un psychologue social, mais je trouve que c'est intéressant. Liberté, équité, care, soin, mais c'est plus que soin. La traduction n'est pas très facile. Autorité, loyauté et sanctity, qui serait, c'est pas la sainteté, c'est la spiritualité, ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, et il divise le monde en 2, les libéraux et les conservateurs, au sens psychologique du terme. Et il dit, les libéraux ne prennent leurs décisions que sur 3 critères. Freedom, fairness and care, donc la liberté, l'équité et care, l'attention portée aux autres. Ça pourrait être ça. Et les libéraux, et ça, si vous regardez ça, c'est exactement le discours droit de l'homme. Liberté, équité, l'égalité entre nous tous, et care, le soin, l'attention portée aux autres, donc faire attention. Alors que les conservateurs utilisent les 6 critères. Et en matière de migration, c'est très fort. L'autorité. Le migrant, entre autres le migrant clandestin, ne respecte pas l'autorité. Donc, pourquoi est-ce que je respecterais ses droits? Sous-entendu, si on viole la loi, on n'a pas de droit. Et on peut voir que par exemple aux États-Unis, dans les milieux qui sont vraiment très, très, très fortement républicains extrêmes, c'est tout à fait cette idée-là, l'idée qu'on va les mettre en prison et qu'on jette la clé. Cette idée-là conservatrice très dure. Le critère de loyauté, seuls les citoyens sont présumés loyaux. Si vous êtes migrant, vous devez démontrer votre loyauté. Et ça, le discours des droits de l'homme n'en parle jamais. Ça n'est dans aucun texte de droits de l'homme. Mais pour le discours conservateur, d'après Jonathan Haidt, c'est une des raisons pour lesquelles les migrants en situation irrégulière qui ont déjà violé la loi ne sont certainement pas loyaux et doivent tous être rentrés chez eux, quelles que soient les circonstances. Et seuls les citoyens peuvent être présumés loyaux. Donc les droits de l'homme, c'est les droits des citoyens, pas des autres, parce que les autres ne sont pas loyaux. Et sanctity, c'est intéressant parce qu'en fait, même les églises les plus conservatrices ont souvent un excellent discours sur les réfugiés. Parce qu'il faut protéger la sainteté de la vie, le caractère sacré de la vie. Particulièrement, et c'est pour ça que les églises sont souvent très bonnes sur les questions de traite, par exemple, d'esclavage sexuel, etc., il faut protéger le caractère sacré de la vie. Et donc ce n'est pas contradictoire. Les églises les plus conservatrices peuvent être aussi des églises qui protègent bien les réfugiés, qui accueillent des réfugiés, etc. Et c'est intéressant, je trouve, cette analyse, parce que ça m'a expliqué, tout d'un coup j'ai compris pourquoi le discours que je trouvais parfaitement rationnel sur les droits de l'homme
de la manière dont je l'appliquais aux migrants et comment nous étions égaux en droit, etc., pourquoi ça passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard pour toute une partie de la population? Tout d'un coup, je me suis dit, au fond, c'est vrai, moi, la question d'autorité et la question de loyauté, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon discours. Mais pour ceux pour qui c'est important, eh ben, les migrants ne sont pas là. Effectivement, il y a tout un débat, le fait que le migrant est irrégulier, par exemple, il y a tout un débat aux États-Unis pour dire, il faut les renvoyer chez eux. Ils ont violé la loi. Pourquoi est-ce qu'on veut des gens qui violent la loi chez nous? C'est intéressant ce débat. Et ça, là, je trouve que ça m'a expliqué quelque chose, moi. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est vrai qu'au fond, mon discours droit de l'homme, il ne répond pas aux préoccupations d'une partie de la population. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas comment aller plus loin, comment les convaincre. Vous parliez des migrants en situation régulière, je voudrais quand même en parler un moment. Vous avez deux types de migrants en situation régulière, ici comme ailleurs. Il y a ceux que tout le monde veut, les ingénieurs, les techniciens informatiques, les docteurs, etc., les banquiers, etc. Ceux-là, tout le monde les veut. Et puis, vous avez les travailleurs migrants temporaires, précarisés, qui ont des contrats renouvelables, 4 mois, 6 mois, 1 an, et qui sont dans des conditions souvent très précaires, avec l'association de leur permis de travail, avec leur visa, avec le contrat d'emploi. Donc si l'employeur décide de ne plus les employer, tout le reste tombe et ils sont renvoyés chez eux. Et cela crée des conditions de précarité énormes, parce que l'employeur sait la peur qu'ils ont au ventre et peut leur demander n'importe quoi. Et dans des pays où c'est institutionnalisé, comme au Qatar par exemple, le système de la kafala qui lie chaque employé à un sponsor, eh bien il y a des abus énormes. Les domestiques, entre autres, toutes les travailleuses domestiques qui sont sur des contrats parfaitement légaux, etc., il y a des abus absolument énormes. On leur demande de travailler 17 heures par jour, 7 jours par semaine, et elles ne disent rien. Elles ne disent rien parce que si elles disent quoi que ce soit, elles se font virer. Si elles se font virer, il n'y a plus de permis de travail, elles sont renvoyées chez elles. Or, elles ont pris des emprunts, elles ont vendu la maison, etc., pour pouvoir venir, elles ont des prêts à rembourser, et si elles sont venues, c'est pour payer l'éducation de leurs enfants, pour que leurs enfants ne soient pas obligés d'émigrer pour nourrir leurs propres enfants. Et donc la dernière chose qu'elles veulent, c'est partir. Donc s'il faut travailler 17 heures par jour, 7 jours par semaine, elles vont le faire. Mais la précarisation est une précarisation construite. On a créé un système pour qu'elles acceptent toutes les couleuvres qu'on leur représente. Et je dirais que ça existe dans nos pays aussi. Dans nos pays aussi, au Canada, il y a le système de lier le contrat avec le permis de travail, existe aussi. Et si vous perdez votre contrat, hop, vous êtes renvoyé. Et ça force de nombreux migrants à se taire. Et là, on a un problème. Là, on n'accepterait pas que nos citoyens soient traités comme ça, ailleurs. Alors je m'en remets à Aldo Brina pour la gestion de l'orage. Je crois qu'on a encore entendu nous deux questions. Hein, voilà, madame. Voilà. Je suis consciente que c'est une question un petit peu en dehors, parce que ça concerne comme migrants des réfugiés. Et comme vous êtes rapporteur spécial de l'ONU, j'ai quand même une question qui me taraude depuis un certain temps, depuis que j'ai écouté une fois une conférence qui disait que beaucoup de migrants réfugiés, des Palestiniens syriens, étaient en fait hors protection. Et comme c'est avec le HCR et l'UNRWA, j'aimerais savoir un peu ce qui se passe, en ce sens que beaucoup ont été poussés à prendre la mer, espérant qu'en Europe, ils seraient accueillis, puisque dans les autres pays, on leur disait, l'UNRWA, tant que vous êtes dans le camp de réfugiés, l'UNRWA pourvoit à votre santé, l'école, etc., le logement. Dès que vous quittez le camp, vous n'êtes plus protégé par aucun organisme, ni le HCR, et personne ne peut vous aider. Est-ce qu'il y aura un changement de statut ou quelque chose? Parce que ça semble incroyable. Si vous êtes dans un camp syrien et qu'on vous bombarde, quelle est l'issue si c'est de se jeter à la mer? Et justement, j'avais entendu qu'il y en avait un certain nombre qui étaient morts. On disait des Syriens, mais en fait, c'était des Palestiniens de camps de réfugiés en Syrie. Et là, il y a un problème, puisque vous êtes représentant de l'ONU, l'UNRWA, HCR, est-ce que quelque chose va peut-être se modifier à ce niveau pour qu'il soit protégé par quelqu'un? C'est un cas, bon, peut-être d'exception, mais on est en plein dedans. Oui, oui, tout à fait. Première chose, je ne suis pas représentant de l'ONU. Je ne suis même pas sur les feuilles de paix de l'ONU. J'ai eu un mandat d'expert indépendant. Le mot indépendant est important,
parce que justement, je ne représente pas l'ONU. Ce qui permet aux États de me recevoir sans avoir l'impression de recevoir un haut fonctionnaire des Nations Unies. Donc moi, je vous dis ça, c'est important. Non, mais c'est important de le dire parce que et surtout l'ONU ne veut pas que je les représente parce qu'il y a pas mal d'experts indépendants qui disent n'importe quoi. Et donc l'ONU ne veut surtout pas, veut contrôler les discours. Nous, on a le droit de dire ce qu'on veut parce qu'on est indépendant, on n'est pas sur la feuille de paix, etc. On a un problème. On a un problème que les États ne veulent pas régler. La question du statut des Palestiniens gêne la communauté internationale depuis 1948. On ne sait pas quoi faire collectivement et on ne veut surtout rien faire collectivement. Et quand je dis on ne veut rien faire, ce n'est pas forcément l'ensemble des États ou les populations, mais c'est les principaux États intéressés. Il y a eu, et là on peut citer une myriade de raisons, de la part, je veux dire, le fait que les États du monde arabe ne voulaient pas que la question palestinienne sorte de l'agenda politique, donc il ne fallait pas que les Palestiniens s'exilent à l'étranger, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui interviennent, le rôle d'Israël, le rôle des États-Unis, tout ça. Donc pour l'instant, c'est le statu quo et ça ne bouge pas. Ça n'empêche pas mal de Palestiniens syriens de trouver protection un peu partout. Il y a pas mal de Palestiniens actuellement en Turquie, par exemple, dans les camps de Turquie qui ont accueilli les Syriens, il y en a pas mal, d'après ce que je lis, hein, je ne suis pas allé voir. Je suis allé en Turquie, mais je ne suis pas allé visiter les camps à l'est de la Turquie. Il y en a quand même pas mal. Cela dit, vous avez parfaitement raison, il y a un manque de protection juridique pour beaucoup de Palestiniens qui peut être compensé par des États, parce qu'il y a pas mal d'États, je pense aux États nordiques en particulier, qui ont eu des politiques d'accueil de Palestiniens assez ouvertes, précisément comme prise de position politique par rapport à la situation du Moyen-Orient. Le Canada, moins, les États-Unis, encore moins. Mais il y a des États qui ont accueilli les Palestiniens assez ouvertement, les États d'Afrique du Nord, par exemple, etc. Donc il y a des possibilités. En ce moment, il y a une réticence systématique d'à peu près tous les États d'accueillir tout ce qui sort de Syrie. Pas seulement les Palestiniens. Je veux dire, la Grèce fait tout ce qu'elle peut pour empêcher les Syriens de sortir de Turquie. L'Italie fait tout ce qu'elle peut pour empêcher les Syriens de sortir de Grèce. Je veux dire, chaque État essaye d'éviter que les Syriens arrivent, parce que comme ils sont, je crois, actuellement 2,5 millions en Turquie, s'ils veulent tous passer en Europe, ça ne va pas être facile. Cela dit, moi je trouve que l'Europe a parfaitement la capacité d'absorber 1 million, 1,5 million, 2 millions de Syriens sur, donnons-nous 5 ans, prenons-en 400 000 par année, et on peut parfaitement faire ça. Ce n'est pas très compliqué. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement au niveau du statut pour combler ce vide? Pour qu'il y ait un changement de statut, il faudrait que rappelez-vous que les Nations Unies, le mot important, c'est le mot nation, pas le mot uni. Alors, tant que les nations ne veulent rien faire, les Nations Unies ne font rien. Parce que les Nations Unies, c'est les nations. Si les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie ne veulent pas toucher au pacte qui a été conclu en 1948 et qui devait durer un temps très limité, tant qu'on ne veut pas toucher à ça parce que la situation ne paraît pas solvable à court terme, il n'y a rien qui se fera. C'est pour ça qu'il ne faut pas taper trop sur les Nations Unies comme institution, parce que c'est les États qui décident. À l'intérieur des Nations Unies, Ban Ki-moon, je l'aime beaucoup, il est gentil, il fait des tas de choses, mais ce n'est pas lui qui décide. Hein. Vous avez vu avec l'Iran, là, à Montreux, hein, ce n'est pas lui qui a décidé. Hein. Lui, il a invité l'Iran et on lui a rapidement rappelé à l'ordre en lui disant « non, tu n'invites pas l'Iran ». Et il n'a pas invité l'Iran. Donc là, il faut se rappeler que les Nations Unies, c'est un petit groupe de nations qui décident. C'est elles qui décident. Et donc c'est là qu'il faut faire le travail. Donc ça, je pense que le cadre juridique ne bougera pas dans l'avenir prévisible. Est-ce que le HCR, le HCR, par défaut, fait beaucoup de choses sur le terrain, mais ne peut pas forcément le dire publiquement. Alors, il y a de nombreuses personnes qui veulent encore poser des questions. Je vois qu'il est 8 heures. On a commencé avec un peu de retard. Est-ce qu'on prend encore 2 questions? Bon. Alors, il y avait madame, et ensuite j'irai vers monsieur. Bien. De toute façon, je vais frustrer quelqu'un. Mais voilà, c'est comme ça. Madame. J'avais 2 points. Là, vous parlez du fait que depuis 30 ans, les choses sont différentes. Je ne comprends pas ces 30 ans. Qu'est-ce que cette césure? Oui, très rapidement, c'est la naissance des mouvements populistes modernes en Europe. C'est Jean-Marie Le Pen.
Et après ça, il y a eu, d'autres mouvements politiques populistes qui ont duré. C'est pour ça que, du point de vue suisse, ces 30 ans ne font pas de sens, parce que ça commence en 62 à Genève avec le mouvement Vigilance. Très bien. La deuxième chose, c'est que dans le contexte suisse, les juridictions dont vous avez parlé et leur contre-pouvoir, dans le contexte suisse, sur l'autre poids de la balance, on met les droits des électeurs, la démocratie directe. C'est-à-dire, là, à nouveau, deux principes qui sont tout aussi forts. Maintenant, ma question c'est, est-ce que cette opposition, droit démocratique d'un côté et droit de l'homme de l'autre, est une constellation exclusivement suisse, ou vous le trouvez systématiquement partout? C'est-à-dire, la démocratie directe, comme la démocratie représentative, est un mécanisme pour arriver à des décisions politiques. Ce que disent les droits de l'homme, c'est que quelle que soit la méthode par laquelle on y arrive, il y a des décisions politiques qui ne sont pas bonnes. Je veux dire, que ce soit au travers de la démocratie représentative ou la démocratie directe, vous pouvez prendre les politiciens, et nous, comme citoyens en démocratie directe, pouvons prendre des décisions contre les droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle les dictatures de la majorité. Or, tous les droits de l'homme ont été créés à partir de l'expérience qu'à chaque fois qu'il y a des crises politiques, c'est les minorités qui payent les pots cassés. Ça a été les Juifs dans les années 30, ça a été les Roms en Europe de l'Est depuis trop longtemps. C'est toujours les minorités qui payent les pots cassés. Or, ce que viennent dire les droits de l'homme, c'est que les majorités n'ont pas tous les pouvoirs. Le respect des droits des minorités fait partie de la démocratie. Et d'ailleurs, quand moi je définis la démocratie comme étant la représentation, plus la protection des droits de l'homme, plus la rule of law, ou l'état de droit. Ça, pour moi, c'est la démocratie. Ce qui explique, par exemple, que pour moi, l'Australie est une démocratie incomplète. Parce qu'en Australie, il n'y a pas de contrôle constitutionnel des droits de l'homme. C'est la règle de la souveraineté parlementaire britannique pure. Donc les tribunaux, à partir du moment où le Parlement se prononce, et si vous avez un gouvernement majoritaire, le Parlement vote ce que le gouvernement veut, aucun tribunal ne peut s'y opposer pour aucune raison. Alors qu'au Canada, on a une charte constitutionnelle, aux États-Unis, il y a la Constitution américaine, en Angleterre, il y a maintenant le Bill of Rights. Donc les tribunaux peuvent contredire les politiciens. Même si vous avez un vote unanime au Parlement britannique, le petit juge à Nottingham peut dire « c'est contraire au Bill of Rights et je ne l'applique pas ». Et ça, pour moi, c'est la clé de compréhension du mouvement des droits de l'homme d'après-guerre. Les majorités peuvent avoir tort, que ce soit en démocratie directe ou en démocratie représentative. Voilà. Et je dirais, le risque de la démocratie directe, et ça c'est plus votre problème, c'est le populisme. La démocratie parlementaire à la britannique a un effet de recentrage qui est pas toujours évident, mais qui existe de façon qui est quand même... il n'y a pas de parti communiste élu en Angleterre ni au Canada, et les Verts ont bien du mal, et il n'y a pas non plus d'extrême droite au Canada. Le UKIP est assez à droite, mais pas encore extraordinairement. Mais je veux dire, on voit qu'il y a un effet de recentrage. Le problème de la démocratie directe, c'est que n'importe qui, si vous avez le nombre de voix, peut poser n'importe quelle question, et la formulation de la question entraîne la nature du débat. Et ça, c'est le problème. Là, c'est un problème. Et je ne me prononce pas sur le fait de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, mais il faut être conscient des enjeux. Et l'enjeu, c'est que si vous formulez la question, vous cadrez le débat. Face à l'immigration de masse, est-ce qu'il y a vraiment une immigration de masse en Suisse ? Je veux dire, oui, tous les médecins que j'ai consultés sont étrangers, ça c'est vrai. Alors, si c'est ça l'immigration de masse et vous voulez les renvoyer, ça peut être une bonne question à se poser. Mais je veux dire, la question est posée d'une certaine manière. Alors comment on y répond ensuite? Mais c'est ça le contrôle c'est ça, je trouve, le danger et parfois la beauté de la démocratie directe. Voilà, je me trouve sur le gradin pour une dernière question auprès de monsieur. Merci. Moi, j'aimerais, ma question, c'est ceci. Il y a eu 2 étapes au niveau des rapporteurs spéciaux. La première étape, c'était quand on n'avait pas l'examen périodique. Oui. Donc, l'examen périodique, ça veut dire que les États passent des examens
est-ce qu'il y a un État qui a échoué? Non. Aucun État n'a échoué au niveau de l'examen périodique. Très bien. Et le Qatar a été défendu. Tout à fait. Moi, Voilà. j'ai des amis. Oui, oui. Ça, c'est une première des choses. Ok. Deuxième chose, si les rapporteurs spéciaux qui existaient avant qu'on fasse les examens périodiques, les gens n'ont pas écouté les gens qui criaient dehors. Oui, Moi, je dis, je suis rwandais, oui, oui. et dans les années 82, Ouais. on était aux Nations Unies pour dire ce qui se passait dans mon pays. Oui. On disait, un génocide est en train de se passer, il s'est passé depuis 1959, Oui, oui. personne n'a bougé. Et quand je vois aujourd'hui la Syrie et d'autres choses que je vois aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qui a changé honnêtement? Troisième chose que j'aimerais bien, peut-être qu'on puisse se comprendre comme ça, je voudrais dire que moi, en tant que Rwandais, j'étais ici, je ne suis pas médecin, je suis autre chose, mais j'ai fonctionné ici parce que j'avais... Mais la peur que des gens comme nous avons, la peur qu'on rencontre dans le public à gauche, à droite, quand on vous traite pour rien, en concierge, en quoi, mais je dis, mais ça ne va pas. Vous êtes ici, vous servez au peuple, vous êtes... Moi, je ne suis pas médecin, mais j'étais prof ici. Mais les gens qui me rencontrent dans la rue, même quand je suis obligé de sortir mon statut à la con. Je suis un être humain, je ne suis pas autre chose que ça. Voilà. Oui, oui. Et on me demande, le concierge de l'immeuble me demande de sortir, de dire, mais qui êtes-vous, vous? Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes plus suisse que moi. En quoi? Ça fait 50 ans que je suis ici. Au mois de novembre, le 15 novembre, j'ai 50 ans. En quoi un Suisse est mieux que moi? Et j'aurais cet homme. Je crois qu'on a compris le sens de votre intervention. Le sens de mon intervention, c'est de dire qu'est-ce qui a changé. Oui. Le rapporteur spécial aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Syriens qui est en train de se faire bombarder, à l'Érythréen qui est en train de quitter son pays pour mourir en Méditerranée, hein? Okay. Et à un petit dame d'Afrique. Bon. Voilà. Premièrement, examen périodique universel. Aucun État n'a échoué l'examen, parce que ce n'est pas un examen auquel on réussit ou on échoue. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a créé un système pour qu'on puisse poser des questions à chacun des États et qu'on le fasse publiquement. Et ce n'est pas un examen dans lequel on échoue, parce qu'il n'y a pas de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Il y a des critiques, et les critiques sont faites publiquement, les questions sont posées publiquement, les réponses sont entendues publiquement, des recommandations sont faites. Et 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, vous allez passer à la deuxième série d'examens, ça s'en vient, ça a commencé, et là, on va vous reposer des questions, en disant, mais depuis 4 ans et demi, vous avez fait quoi? Et donc, c'est un exercice public, qui n'est pas un exercice qui se solde par un échec ou une réussite, mais qui se solde par une réputation. Hein? Je veux dire, quand le Qatar ou un autre pays n'arrive pas à défendre sa position sur tel ou tel sujet, quand des pays se font attaquer sur, par exemple au Canada, on se fait attaquer sur la pauvreté des communautés autochtones, qui ne bougent pas. On a des taux de mortalité infantile dans les communautés autochtones qui sont similaires à ceux du Bangladesh. Là, le Canada, on sort la statistique et on dit, mais que faites-vous? Et le Canada dit, pas grand-chose. Donc, c'est ça l'important, c'est de faire sortir cette information. Et je dirais que ça, c'est déjà beaucoup. De la part des États du Conseil des droits de l'homme, qui sont des États des Nations Unies, c'est quand même assez extraordinaire qu'ils aient accepté de faire ça. Non seulement ça, mais ils sont tous passés. Il n'y en a aucun qui a refusé de passer, tous les États membres. Israël a menacé de ne pas faire la deuxième, puis est revenu. Et là maintenant, ils vont faire la deuxième. Mais
Ils sont tous passés, ils ont tous accepté. Les États-Unis, la Russie, la Chine ont tous accepté de recevoir des questions de n'importe qui et de se faire embarrasser publiquement. Donc ça, déjà, c'est considéré comme une réussite. C'est un progrès par rapport à ce qu'on avait avant qui était rien. D'accord ? Deuxièmement, moi, je crois que, je pense que votre question, qu'est-ce qui a changé ? Pour ceux qui sont en Syrie, pour ceux qui sont en Érythrée, pour ceux qui sont au Darfour, pas grand-chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a moitié moins de conflits aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans sur la planète, qui font moins du tiers de victimes. Calculs qui ont été faits sur l'ensemble des conflits qu'on peut recenser chaque année avec le calcul des victimes. Je veux dire, nous avons une situation au plan planétaire qui est plus pacifique. Alors ça n'empêche pas des conflits comme la Syrie qui sont atroces, ça n'empêche pas des tragédies auxquelles personne ne fait référence comme le Darfour. Il y a des cas, mais dans beaucoup de coins de la planète, il y avait des conflits et il n'y en a plus. Et là, je dirais, il y a un travail diplomatique qui s'est fait. Il y a un travail politique. Il y a des élites politiques qui ont changé leur manière de faire. Il y a des gouvernements qui se sont reconstruits, qui font leur travail tant bien que mal, parfois plus mal que bien, d'autres fois un peu mieux. Il y a des choses qui se passent. L'Afrique va mieux aujourd'hui qu'elle allait il y a 30 ans. Pas partout, mais dans beaucoup d'États, on a de meilleurs gouvernements, de meilleurs fonctionnaires, des universités qui fonctionnent mieux, etc. On a des marchés, on a des entreprises. Il y a quelque chose qui se passe sur le long terme. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous que pour les gens du Darfour, pour les gens de l'Érythrée, pour les gens de Syrie actuellement, de Centrafrique qui descend aux enfers, oui, exactement, et vous pouvez les lister, vous pouvez faire toute la liste. Et il y en a énormément. Absolument, et il y a des responsabilités historiques, et on le sait. Mais alors, ce qu'il y a de bien, moi je trouve, dans des forums comme les Nations Unies, ou même au sein de l'Union européenne, c'est que ces choses-là sont beaucoup plus discutées aujourd'hui. Le rôle de la France dans sa relation à l'Afrique est beaucoup plus discuté aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans. On met beaucoup plus en cause les relations malsaines entre une certaine élite française et des élites africaines, etc. Ça commence à venir. Alors, je ne suis pas complètement optimiste, mais je ne suis pas terriblement pessimiste non plus. Il y a du progrès qui est fait, et il y a du progrès qui est fait grâce, je crois, en grande partie, à des gens comme vous et moi ici, qui sommes beaucoup plus conscients, beaucoup mieux informés. Internet a ses vertus, parce que grâce à Internet, on sait énormément plus de choses et beaucoup plus en direct qu'on en savait il y a 30 ans. Je pense qu'il y a un progrès qui se fait parce que nous, citoyens, prenons des décisions beaucoup mieux informées et agissons plus dans nos États. Ça n'empêche pas les tragédies, et ça n'empêchera jamais les tragédies. Il y a des tragédies en Suisse, il y a des tragédies au Canada, des fusillades aux États-Unis, on n'arrive pas à tout arrêter. Mais je pense que sur des questions de gouvernance en général, on réfléchit mieux aujourd'hui qu'on réfléchissait avant. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette conférence. Merci.